Bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Equinox Soin. Nous sommes donc partis pour 2 heures. Madame, Monsieur, nous y sommes enfin en cette journée du lundi 3 septembre qui marque aussi la reprise des cours sur l'ensemble du territoire camerounais. Une rentrée scolaire a plusieurs visages. Si dans les 8 régions francophones, la reprise ne fait l'ombre d'aucun doute, il reste à relever que ce sont les réformes Nalova-Nyonga et l'absence du manuel scolaire qui alimente les conversations. Dans les régions nord-ouest et sud-ouest du pays, c'est une reprise timide. C'est une reprise timide que l'on a observé ce jour. Une rentrée scolaire qui coïncide avec la journée de la semaine déclarée ville morte. Ce sont des salles de classe presque vides que l'on a pu voir dans certaines villes, meurtries depuis bientôt 2 ans par la crise sociopolitique qui secoue ces 2 régions du Cameroun. Rentrée scolaire 2018, des sons de cloche discordants, c'est le fait du jour. Voilà, rentrée scolaire 2018, des sons de cloche discordants. Pour en parler, je suis avec Jacques Evouna. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalo Tout. Merci de m'avoir invité. Voilà, vous êtes enseignant à l'université de Douala, c'est bien cela? Oui. Mais vous avez passé beaucoup de temps dans le secondaire. Enseignant de français. Peut-être pas beaucoup de temps, mais je suis normalien. Voilà, vous êtes normalien, vous êtes chef de département de la communication. C'est cela. À l'université de Douala. Vous enseignez grammaire française et linguistique. Ça devient très compliqué, hein, le français. À un certain niveau. Pas du tout. Ok, merci, bienvenue, professeur Evouna. Merci à vous. Sur ce plateau également avec nous, le docteur Olivier Ahmed Bombo, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain. Vous êtes enseignant de mathématiques, c'est bien cela? Oui, je suis enseignant de mathématiques à la base, normalien également comme... enseignant au lycée de Lopom. Au lycée de Lopom, effectivement, je suis membre d'administration et j'enseigne à l'université. À l'IUT, l'IUC, ISICOM, etc. J'enseigne les mathématiques générales. Je rappelle que vous êtes parents, hein? Ah oui, évidemment. Ce sont les parents ce soir. Bien entendu, c'est les parents. Sur ce plateau également, M. Marcel Nguessi, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Vous êtes enseignant, vous aussi? Ah ben oui, de très longue date. Oui. Enseignant de comptabilité. De comptabilité. Voilà, à tous les niveaux. Okay. J'ai enseigné la comptabilité dans les collèges et même les lycées, et jusqu'à l'université. Okay. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes chef d'établissement. Aujourd'hui, je suis chef d'établissement, c'est ça. Ok. Sur ce plateau également, un visage qu'on connaît bien, Casimir Désiré Tagné, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes directeur de la publication du Jeune Enquêteur. Et surtout journaliste d'investigation. Ah, d'investigation. Et je suis heureux d'être entouré de tous ces grands professeurs, enseignants d'université et autres. Je crois qu'avec eux, on va suffisamment parler de la rentrée scolaire et surtout quand on a la chance d'avoir des professionnels du secteur avec nous, je crois que les téléspectateurs seront comblés. Je reste avec vous, Casimir Désiré Tagné. J'ai parlé d'une rentrée double visage. Oui, il est vrai que d'autres ont parlé plutôt de rentrée en colère. C'est-à-dire pas rentrée scolaire, mais rentrée en colère. Effectivement, c'est une rentrée scolaire à plusieurs vitesses. Je crois qu'on peut dire 2 vitesses. Parce que dans les régions francophones... Ça dépend des régions. Oui, pratiquement les régions francophones, toutes les régions francophones. Les 8 régions francophones ont fait effectivement une rentrée scolaire aujourd'hui, alors que les 2 régions anglophones que constituent le nord-ouest et le sud-ouest n'ont pas connu pratiquement de rentrée scolaire. Et cela s'entend, vous savez que quand bien même les parents ont la bonne volonté d'envoyer leurs enfants à l'école aujourd'hui, ils sont butés à un fait, ils sont butés à un problème sécuritaire avec les sécessionnistes qui promettent monts et merveilles. Mais tout compte fait, il faut dire que par rapport à la rentrée scolaire 2017, il y a quand même un léger changement parce qu'il y a quand même un certain enthousiasme dans ces régions-là où les parents et les élèves veulent à tout prix aller renouer avec l'école qu'ils ont perdu pratiquement depuis 2 ans. Hein. Souvenez-vous, la semaine dernière, il y a une centaine
ou alors 200 femmes qui ont manifesté et qui ont manifesté à Bongo Square leur désir de voir cette crise s'estomper et surtout la reprise des classes effectives dans ces régions-là. Donc je crois que c'est des sons qui ne trompent pas. Et comme nous n'étions qu'au premier jour, je crois qu'à partir de demain, à partir de ce mardi, les choses peuvent changer. D'ailleurs, nous encourageons... J'ai surtout dit qu'aujourd'hui, ça coïncidait avec la journée de Villemont. Oui, parce que justement, dans ces régions demain, les choses peuvent aller... Gauche Town, ils appellent cela le Gauche Town, du côté du sud-ouest et du nord-ouest, c'est-à-dire les lundis il y a une interdiction formelle de mettre les pieds dehors. Et puis vous savez qu'avec ces sécessionnistes, on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. Donc il y a d'abord cette frayeur-là qui empêche les gens d'aller à l'école. Donc c'est pour ça que je crois demain ne sera pas un Gauche Town, le mardi ne sera pas un Gauche Town, c'est-à-dire une ville morte, journée de ville morte. Donc je crois que les choses vont changer. Ok. Et puis, pour que je chute, même les sécessionnistes eux-mêmes ont dit qu'ils voudraient que l'école reprenne, mais à condition qu'il n'y ait plus d'école francophone dans les zones anglophones. Donc, il y a quand même un petit changement dans les mentalités. Dans les discours et dans les mentalités. Voilà. Oui, cette situation, on va d'abord rester sur ces deux visages-là, présentés par ce 3 septembre au Cameroun. C'est ça. Ben, je dois dire que nous le vions. Vous regrettez? C'est fortement regrettable. Dans ce même pays? Oui, c'est fortement regrettable cette situation parce que nous avons les effets de cette déstabilisation même ici au niveau de Douala. Je peux vous dire que nous Mais ça vous arrange, non? Les effectifs? Non, arranger, c'est trop dire. Vous savez, quand un élève en cours d'année vous rencontre, vous retrouve et vous devez l'inscrire, déjà, il n'est pas au même niveau de ce que vous devez faire avec les autres. Ça perturbe. Et l'enseignant a nécessairement besoin de rattraper celui-là, donc il se remet un peu à sa disposition et il ne peut pas dire que ça nous arrange. Et deuxièmement, on ne sait pas en quoi ça nous arrange. Parce que le parent qui arrive cherche à bénéficier d'une réduction même de la scolarité par rapport à l'écart de temps. Hein? Et jusqu'à depuis la rentrée de classe, donc en quoi ça nous profite? Rien du tout. Il aurait été préférable s'ils ont commencé leur année scolaire quelque part, qu'ils la terminent là-bas aisément et que volontaire leur soit donné, s'ils en ont la volonté, de reprendre dans un autre site une année d'après. Voilà, donc nous n'avons absolument pas besoin d'avoir cette situation perdurée parce que vous avez des conséquences même au niveau de nos enseignants qui prennent les congés pour aller dans cette zone et reviennent, je peux vous dire, très meurtris. Nous en avons un chez nous qui a véritablement été très affecté, traumatisé parce que séquestré pendant 1 mois. Voilà. Docteur Ahmed Mombo, vous au lycée de Lopon, vous aussi, vous avez accueilli beaucoup de nos concitoyens venant des régions anglophones. Absolument, puisque les effectifs ont gonflé là-bas, ça vous donne beaucoup de boulot. Hein, beaucoup de boulot, effectivement, mais on le prend avec plaisir parce que c'est un devoir envers la nation. Je dois rappeler que le lycée de Lopon, c'est un lycée bilingue. Oui. Comprenez bien que tous ceux qui sont dans la section anglophone vont la plupart du temps se déverser de ce côté-là. À Douala 5e, il n'y a pas beaucoup de lycées bilingues. Quand vous parlez de lycée de Lopon, il faut voir déjà des dos ou bien aller jusqu'à Niala, ainsi de suite. Ce n'est pas évident. C'est une situation qui est déplorable pour tout le monde. Et je dois vous dire que je vis cette situation dans ma propre chair. Parce qu'un de mes garçons, effectivement, fréquentait à Kumba. Et j'ai été obligé de le faire inscrire ici à Douala parce que c'est devenu invivable là-bas. Donc nous déplorons tous cette situation. J'espère que tout ce qui se passe de ce côté de notre pays va s'estomper pour que tout redevienne à la normale. On ne peut pas continuer comme ça. Vous disiez tout à l'heure que ça a arrangé notre grand frère parce qu'il est chef d'établissement, ça lui fait des effectifs. Il n'y a pas que ça. C'est Jalin. Vous comprenez, c'est un devoir régalien que de pouvoir éduquer les enfants. C'est à un moment donné, j'ai suivi le proviseur du lycée de Deldo, un des aînés que je respecte beaucoup, qui l'autre jour, toujours dans vos antennes, il était en train de déployer le fait qu'il reçoit tellement de demandes. Et le connaissant, quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur, comme on dit souvent, il sera dans l'obligation de dépasser les effectifs.
qu'on est supposé ne pas dépasser afin d'avoir une bonne qualité de cet enseignement-là, dont pas longtemps. Ok. Voilà. Professeur Ndoa, au niveau de l'université, vous avez aussi vu cet afflux-là de certains étudiants, peut-être qui partent de Buea aussi, de l'université de Buea pour l'université de Douala. C'est vrai que c'est difficile de mesurer la chose à ce niveau-là parce qu'a priori, les universités reçoivent des étudiants qui viennent de partout. Oui. Et comme c'est en tout début d'année, il sera également difficile de mesurer ou d'identifier qui vient d'où. Oui. Parce que les résultats du bac ayant été ce qu'ils ont été, un enfant peut avoir obtenu son baccalauréat n'importe où. Oui. Donc il sera difficile de mesurer l'afflux, oui, s'il y en a un, oui, de ce point de vue-là. Les transferts à l'université sont possibles, mais le petit temps que j'ai passé à l'université de Douala, je n'ai pas pu observer qu'un étudiant... bon, c'est vrai que je suis arrivé en mars, oui, bon, je ne peux pas savoir si en début d'année il en est arrivé, mais pendant l'année, nous n'en avons pas reçu. Okay. Mais c'est tout à fait possible qu'il en arrive. Okay. Bon, on va commencer par, j'ai dit tantôt qu'il y a beaucoup de sons discordants. La première chose qui fâche, ça dépend d'où on se trouve, hein, ça arrange certaines personnes, c'est-à-dire le paiement par voie électronique. Hein, ici, une note du ministre, c'était le 23 août. L'objectif, en fait, c'est de sécuriser les finances des établissements publics. Mais pourquoi certains parents font de la résistance? Dites-nous, Nbobo. Bon. Le paiement par voie électronique. Vous savez, pourquoi ça fait jaser? Oui, je comprends bien les parents qui font de la résistance. Tout ce qui est nouvelle technologie en général, on n'aime pas trop. C'est-à-dire qu'on ne croit pas trop au transfert. Il y a tous les gens, il y a encore des gens qui sont résistants pour dire que quand je mets mon argent à Orange Money sans publicité, Mobile Money, ainsi de suite, est-ce que je suis sûr que cet argent arrive à bon port? Mais pourtant, l'objectif visé, en fait, c'est d'alléger les parents. Il y a souvent des situations dans les établissements où des responsables, pour des raisons que nous ignorons, prennent par devers eux les frais de scolarité des élèves qui, par naïveté, remettent sans aller remettre à l'agent financier. Et finalement, même le parent se retrouve à la maison croyant avoir payé cette inscription, alors que dans le fond, le responsable n'a pas reversé. Et il y a également, parlant de la sécurisation de ce fonds-là, je crois que l'objectif visé, c'est déjà la maîtrise des effectifs. Parce que il semble que les responsables ne déclarent pas forcément les effectifs exacts. C'est-à-dire qu'on peut dire que dans une salle de classe, il y a 60 élèves, alors que dans le fond, il y en a plus. Alors, si le surplus s'inscrit, puisqu'il est demandé que lorsque vous faites l'inscription en ligne, le chef d'établissement, le délégué départemental, le délégué régional et Madame la ministre elle-même, eux reçoivent dans leur téléphone au même moment que vous avez déposé un seul franc dans le fonds de l'établissement. Je crois qu'avec ça, c'est un maximum de sécurité. Tout le monde devrait se sentir bien. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut que les gens comprennent que les réformes se font toujours avec un peu comment dire, un peu de mal, pour dire ainsi. C'est-à-dire que les parents auraient aimé déjà avoir inscrit les enfants. Aujourd'hui encore, il y avait une réunion au niveau de la délégation avec les chefs d'établissement dans le but de rendre cela effectif. Il est normal que ce qu'on veut faire bien prenne du temps, parce qu'on dit qu'une bonne sauce, ça prend du temps pour être vraiment intéressant. Voilà. Au-delà de ce que dit notre frère, je pense que votre question était précisément sur... comment dirais-je, le doute des parents. Oui, et un peu de résistance. Un peu de résistance. Mais la première résistance, moi, je peux la relever au niveau de la maîtrise même de l'outil. Parce que vous comprenez que si on doit le payer en ligne, ça veut dire qu'on a un téléphone, qu'on a un téléphone Android et qu'on a Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas le faire. Alors, si vous regardez par rapport à un ensemble autour de vous, vous verrez que sur 100 parents, peut-être même plus de 70 n'ont pas de téléphone, pour ne pas parler d'un téléphone Android qui puisse faire... Vous parlez des zones urbaines ou des zones rurales? Même dans la zone urbaine. Oui. Puisque, écoutez, nous vivons de situations dans lesquelles nous devons inscrire nos enfants, par exemple, en identifiant le parent avec son contact téléphonique tel qu'il puisse être joint.
Non seulement on leur demande le numéro de téléphone, mais on demande si vous avez une connexion Internet, un numéro, un email ou encore un WhatsApp. Je peux vous dire que sur 100 parents, on n'arrive pas à trouver 20 qui nous donnent une adresse mail ou encore un numéro WhatsApp parce qu'ils n'en ont pas. Donc si aujourd'hui on leur demande de faire usage de cet outil pour faire quelque chose, ils ont, si vous voulez, ils vont faire de la résistance parce qu'ils ne le maîtrisent pas. Ça c'est dans la zone urbaine où nous sommes. Mais combien de fois vous allez dans la zone rurale où même avec toute la bonne volonté, les parents ne comprendront même pas de quoi on parle. Ils auront toujours besoin d'utiliser quelqu'un d'autre pour leur faire. Donc ça augmentera le coût, forcément. Ok. Voilà. Casimir Désiré. Oui. Excusez-moi de revenir sur ce que vient de dire le grand frère. Pas pour forcément m'inscrire en faux, non. Mais peut-être pour ajouter un peu d'éléments. Je pense que lorsqu'on veut faire une réforme, on annonce d'abord les couleurs. Maintenant, on trouve les moyens d'arranger. C'est sûr que la situation dont vous parlez préoccupe également la haute hiérarchie qui a pensé à le faire. Et j'ai parlé tout à l'heure de cette réunion qu'il y a eu aujourd'hui. C'est sûr que quand on va sortir le mécanisme pour l'inscription en ligne, on va certainement tenir compte de ce facteur. Ça, c'est d'un. Et de deux, concernant les zones dont vous parlez, c'est-à-dire ça se fait en deux temps. Il y a les zones où on a parlé des établissements qui ont une connexion Internet et ceux qui n'en ont pas. Pour parler des zones reculées dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement. Ils vont faire les dépôts d'argent, mais on va prendre les mêmes dispositions pour que, à l'instant où ils déposent de l'argent, puisqu'on l'aura déjà fait dans les établissements où il y a une connexion Internet, à l'instant où ils déposent de l'argent, ce qui est important, c'est que tous les maillons de la chaîne soient informés. En temps réel. En temps réel, voilà. J'allais justement poser la question à Casimir, est-ce que c'est voué à l'échec déjà? On commence à montrer ses limites. On ne peut pas d'emblée dire que c'est voué à l'échec, mais moi j'ai l'habitude de dire que trop d'innovation tue l'innovation. Trop de réformes tue la réforme. Quel était l'intérêt? C'est vrai que les enseignants qui sont avec nous sont un peu en train d'expliquer. On parle de gagner en temps aussi. On gagne en temps, mais est-ce qu'on a mûrement réfléchi avant d'entamer cette réforme-là? D'ailleurs, le professeur Olivier il le disait tout à l'heure, docteur, que quand on veut faire une réforme, on commence d'abord par sensibiliser, on met la pédale douce. On va progressivement. Et c'est exactement ce que le gouvernement camerounais a l'habitude de faire. Souvenez-vous, les enseignants ne me démentiront pas. On a introduit une nouvelle matière il y a quelques années, je crois, culture et langue nationale, sans se rassurer qu'on a des enseignants dans cette matière-là. Et moi, je crois savoir que jusqu'à maintenant, il y a un seul centre, une école privée, basée ici à Douala, je crois non loin de l'Agapé, qui enseigne quelques enseignants pour la formation des langues nationales. Et jusque-là, il y a toujours des réticences parce que à peine cette école a à peine 5-6 élèves par an. Ça, c'est tellement médiocre pour supporter l'ensemble de la République, que ce soit l'école, le privé ou bien le public. Donc, on se lève un matin, on décide qu'on va désormais payer de manière électronique ou alors en ligne, sans regarder les conséquences. Et le chef d'établissement, là, exactement, il a bien expliqué que quand bien même certains parents auraient des téléphones Android, encore qu'il faut aller dans les zones reculées pour voir combien de parents peuvent avoir des téléphones, déjà même avant d'avoir le téléphone Android. Quand bien même ils auraient ce téléphone Android, est-ce qu'ils savent même comment est-ce qu'on peut l'utiliser? L'utilisation même du téléphone, c'est toute une formation. Et puis, on décide qu'on doit payer en ligne. Que deviendront les intendants? L'intendant dans un établissement est supposé être le caissier de l'établissement. Son rôle, c'est prendre, encaisser et dépenser. Que deviendront les intendants dans cette histoire-là? Donc, c'est des innovations qui, pour moi, sont un peu arrivées à l'emporte-pièce et qui, je me demande même si ce n'était pas une complicité avec le ministre et les opérateurs. Oui. Excusez-moi un peu, Serge Alain. Je me demande si ce n'est pas une complicité entre certains opérateurs économiques
du mobile et les ministres de l'éducation au Cameroun. Donc c'est un peu trop grossier. Et puis tout d'un coup comme ça, moi je me pose vraiment des interrogations par rapport à cette réforme-là. Professeur Bouna, sur cette réforme, vous pensez que ça arrive comme un cheveu dans la soupe? Il fallait préparer la communauté éducative, si on l'appelle ainsi, à cette réforme-là? C'est vrai que je ne sais pas comment la réforme arrive et je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est depuis cette rentrée, non? Exact. Oui, et je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais la chose que je voudrais relever, c'est qu'il faut peut-être éviter de créer plus de problèmes en voulant en résoudre un. Oui. Parce que quand vous écoutez les panélistes, ils ont soulevé un certain nombre de problèmes. Et ils sont réels. On ne peut pas comprendre qu'un ministre lui-même signe de sa main l'arrêté qui nomme des intendants et qu'il les désavoue, ou alors qu'il dise qu'il ne peut pas avoir de l'emprise sur les gens qu'il a lui-même nommés. Oui. Ça, c'est un désaveu terrible. Les parents ne comprennent pas quand on leur demande, que l'État leur demande d'aller voir un particulier parce qu'Orange, MTN, tout ce que vous voulez. C'est pas l'État. Même les banques, hein, c'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. C'est des banques commerciales. C'est un problème. Il y a la Campost aussi. Hein. Enfin, oui. Il y a 4 opérateurs téléphoniques mobiles. On est d'accord. Oui. Comment on peut expliquer... Professeur Bouna, je vous donne un cas. Hein. Ce matin, j'ai quelqu'un à l'épée, un lycée de la place. Hein. Je ne vais pas le citer. Les frais d'APE, c'était dans une banque. Mais les frais exigibles, je crois, ce sera auprès de l'intendant. Dans un lycée. Les frais d'APE. Oui. APEE. Oui. Dans une banque. Oui. Mais les frais exigibles, comme on le dit, ce sera auprès de l'intendant. Mais ça, c'est tout contre la décision du ministre. Mais oui, ça, c'est complètement contraire à la décision. Ça s'est passé ce matin à Douala. C'est le contraire. Oui. Non. Où est-ce qu'on paye les frais exigibles? Ce qui est sûr, c'est que tout n'est pas payé à la banque. Mais l'intendant a toujours son rôle. Voilà. C'est pour vous dire que l'intendant va toujours percevoir quelque chose. Non, mais enfin, au-delà de percevoir... Écoutez, ça fait parmi les choses que les parents ne comprennent pas. Où est-ce que les parents laissent le plus de plumes? C'est même dans l'APE. Désormais. S'il faut sécuriser des fonds, c'est ceux qui vont permettre de doter les établissements immédiatement de bibliothèques, par exemple. C'est les fonds qui vont permettre de construire des salles de classe. C'est des fonds qui vont permettre de mettre les enseignants dans les conditions de travail immédiatement. Ça, c'est l'APE qui peut le faire. Comment est-ce qu'on explique cela? Je ne sais pas si je peux... Or, moi, je ne suis pas chef d'établissement, hein, excusez-moi. L'expérience a montré dans le public que c'est la petite affaire de l'intendant et du chef d'établissement. En général, c'est-à-dire les frais d'APE. Et le président de l'APE. Voilà les fonds, pour moi, qu'il faut sécuriser. Parce que c'est la communauté. C'est la communauté qui dote une école ou un établissement de fonds pour qu'il fonctionne. Mais en général, ce n'est pas le cas. Vous trouvez des établissements aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux, des établissements où il n'y a aucun toit, où des enfants sont livrés à toutes les intempéries possibles. Mais non. Je pense que, de mon point de vue, c'est un avis qui est strictement personnel, l'État a les moyens. Le ministre aurait dû trouver une parade différente pour sécuriser et les frais exigibles et les frais d'APE. Sinon, où est le pouvoir des ministres? Oui, Olivier, docteur. Peut-être sans être dans le... Comment ça se passe au lycée de Lopom? Non, mais je vous ai dit que madame le proviseur était en réunion ce matin. C'est certainement demain qu'elle va nous dire... Donc aujourd'hui, les parents n'ont pas payé, les frais exigibles, on ne paye pas encore? On ne paye pas encore, ça je peux le dire. Oui. Je peux le dire parce que je suis dans l'administration. On ne paye pas encore. Mais par contre, je voulais expliquer. Vous avez dit tout à l'heure à quoi c'est l'intendant dans un établissement. Est-ce que c'est un désaveu? Non, ce n'est pas un désaveu. De toutes les façons, avant d'aller payer ce frais, que ce soit à la banque ou auprès de l'un des 4 opérateurs dont on a parlé, on prend le ticket. Il y a un ticket. Il y a un ticket qu'on prend pour avoir le code et le nom de l'établissement, le nom de l'enfant, tous les éléments que vous pouvez imaginer. Date de naissance, classe, motif de paiement. Sinon, ça serait très facile pour un parent d'aller payer et puis son enfant n'est même pas recruté dans un établissement, il va payer et puis il dit que voilà, j'ai payé, ainsi de suite. Non, voilà. C'est pour dire que l'intendant a toujours son rôle. Et vous avez parlé également
de pourquoi est-ce qu'on a divisé. Je pense que c'est pour une meilleure utilisation, parce que vous avez dit tout à l'heure, les frais d'APE effectivement permettent à l'établissement de fonctionner. Il est normal, et je dois vous rappeler que d'ailleurs, déjà il y a 2 ans, on a commencé à expérimenter le paiement des frais de scolarité dans les établissements publics, dans les banques. Dans mon établissement aussi, on a payé les frais, excusez-moi, dans les banques. Mais l'intendant avait toujours son rôle de... Dans le privé laïque, c'est les banques toujours, hein? Voilà. Non, pas nécessairement, parce que nous n'avons pas les mêmes contraintes. Dans le privé laïque, nous avons notre caisse. Et puis bon, je veux dire qu'il y a aussi des structures qui sont organisées à envoyer les parents verser en banque avant de venir, mais nous n'avons pas vraiment ce problème de paiement en ligne. Ça ne nous préoccupe pas. Ok, je vais donc finir pour dire que je comprends pourquoi on sépare les 2 caisses. Puisque les frais d'APE permettent le fonctionnement de l'établissement. Ça veut dire que lors des réunions d'APE, on peut décider avec les parents que nous avons besoin d'une salle de classe, d'un puits, ainsi de suite. Et là, directement, on va dans ce fonds-là. Il est normal que l'établissement ait accès à ce fonds qui peut être payé dans une banque ou ailleurs. Maintenant, les frais exigibles, c'est ce frais-là qui doivent rentrer dans la chaîne dont nous avons parlé. C'est-à-dire que, voilà, je pense que... S'il vous plaît, en ce moment, il faut réformer la note du ministre. Parce que dans ma compréhension, on a parlé du paiement des frais exigibles et de l'APE. Et des frais d'examen. C'est ce que j'ai compris. Sauf si j'ai mal lu, ce qui veut donc dire simplement... Parce que je relève dans cette opération une vraie volonté de sécurisation, parce que quand l'APE payé entre les mains de l'intendant ou le président de l'APE, ils en font leur business sans aucun contrôle, et les effectifs même, il n'y a aucun contrôle de cohérence entre l'effectif réel en salle de classe et les effectifs pour lesquels on a encaissé de l'argent, donc ils peuvent faire des opérations. Aujourd'hui, moi, à ma compréhension, le ministre veut avoir une visibilité claire par rapport à ce qui rentre et par rapport à ce qui sort. Une réforme aurait plutôt permis, la réforme aurait plutôt permis à ce qu'on obtienne la possibilité de se mettre à disposition aisément ce qui relève de l'APE, après qu'on ait contrôlé ce qui est entré. Et pour dire enfin, l'intendant, je ne suis pas du l'enseignement, je ne suis pas du public, mais à mon sens, l'intendant a toujours un rôle, parce que l'intendant n'est pas seulement pour encaisser, il est aussi là pour dépenser. Donc il peut dépenser ce qu'on a encaissé ailleurs. Et on aura une meilleure lisibilité quand on sait que ce qui a été encaissé ailleurs, on sait, on peut contrôler. Donc il ne peut pas se permettre d'autres dépenses autres que celles pour le compte dans lequel on a mis cet argent. Parce qu'on me dit ce qui est entré. Voilà. Mais je crois que le problème reste. Hein. Je crois que lorsqu'on a parlé de 4 opérateurs téléphonie mobile, je crois que la note est claire, on ne parle plus de banque. Là, si certains lycées continuent à faire payer les parents dans certaines banques, il y a un problème. Non, non, il y a les frais exigibles. Mais qui sont payés chez l'intendant. C'est ce cas. On m'a raconté cette scène ce matin. Non, ça s'est passé dans l'intervention dont vous parlez, mais ce n'est pas le cas partout. Voilà pourquoi j'ai dit donc qu'il y a plusieurs interprétations. Je crois pouvoir expliquer ce qui s'est passé avec celui qui a voulu payer. C'est certainement que... on ne sait pas. Peut-être qu'il connaît l'intendant qui a choisi de sécuriser son agent d'inscription pour voir après. Puisqu'on ne peut pas voir, on peut pas en faire une réunion pour dire ce qu'on doit faire et qu'ailleurs, on choisit de faire ça. Si j'arrive dans une établissement où je connais, où j'ai des relations avec un membre, encore un intendant, je peux lui dire, OK, j'ai peur de dépenser cet argent. À titre personnel, garde-le moi. Et le parent peut croire qu'il a payé puisqu'il a donné à la personne autorisée. Mais quand tu as dit payer et être détenteur d'un reçu de paiement, je ne pense pas que ça puisse se faire. C'est fait aujourd'hui à Douala parce que, je vais dire dans le littoral en général, parce qu'il y avait une réunion aujourd'hui justement pour voir comment rendre cela, comme disait le grand tout à l'heure, digeste. Le paiement en ligne. Oui, voir directement comment ça va se passer. Non, on n'a pas payé, il n'a pas payé. Voilà. J'ai dit, la personne s'est rendue dans une banque pour payer les frais d'APE. Oui, pour l'APE, effectivement. Mais pour les frais, j'ai dit que les frais exigibles, comment on les appelle, il est normal que l'APE... La personne s'est rendue chez l'intendant. Voilà. Pour lui dire, tiens, mes frais exigibles, quand on aura décidé ce qu'on va en faire, si on paye en ligne, tu m'expliqueras comment ça se passe. Donc il y a encore aussi, la note est claire, non? Il faut payer en ligne, non? Oui, d'accord, mais il faut mettre cela maintenant, il faut rendre ça opérationnel. Oui, on passe du test et du...
contestent et ainsi de suite. C'est-à-dire quand on dit voilà une note, à vous maintenant d'adapter cela à votre environnement et ainsi de suite. Je pense que c'est en cela que les responsables se sont réunis pour tirer au clair et nous dire exactement ce qu'il y a lieu de faire. Ok, autre élément, c'est ce que j'ai appelé la réforme Nalova-Nyonga. La philosophie à partir de la classe de seconde. Est-ce que vous pensez que on parle d'un problème d'âge, 13 ans, 14 ans, les enfants arrivent, c'est le questionnement, c'est la philosophie. Hein. Est-ce que vous voyez, ça va aller pour cette année-ci, professeur Ondoa, la philosophie? Evuna. Oui, professeur Evuna, à partir de la classe de seconde. Je pense il fallait les préparer à l'avance. On ne peut pas faire une appréciation a priori de cette décision. Il faut peut-être tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Par exemple, le programme de philosophie. Quel va être le programme de philosophie? Ce que, quoi qu'il y a pas, il y a déjà un livre. Ce que je me dis, le programme et le livre, c'est deux choses différentes. Oui. Ce que je me dis, c'est que, enfin, tout le monde le sait, la seconde est une classe d'initiation. Et donc, on peut présager que la philosophie en seconde sera un cours d'initiation à la philosophie en raison de l'âge des apprenants et en raison du niveau d'études. Mais il y a quand même de petits problèmes. Une décision comme celle-là doit être préparée. Et je me dis que si elle avait été préparée, on verrait figurer sur la liste des manuels un livre de philosophie. Il me semble que ce n'est pas le cas. Donc, seulement sur cette base-là, on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que les enseignants de philosophie eux-mêmes ont été préparés à être désormais devant des apprenants non plus seulement de terminale, mais de seconde? Ça, je pense, je ne sais pas s'ils ont eu suffisamment de temps pour se préparer à cette réforme-là. Voilà pourquoi je dis, une réforme ne se prend pas seulement par le haut. Il faut associer toutes les parties prenantes. Moi, je ne suis pas enseignant de philosophie, mais je doute que les enseignants de philosophie aient été associés dans une large assiette qu'on peut considérer qu'ils aient été associés à cette décision-là. S'ils avaient été associés, je pense qu'ils auraient fait des propositions, par exemple, en termes de manuel de philosophie. Oui, M. Gassi. Je regarde le problème au-delà et j'ai une compréhension que en seconde, on veut faire de l'initiation à la philosophie, dont il se pose fondamentalement pour moi au niveau du programme de cette philosophie en seconde. Parce que quand je fais une analyse à côté, et on a dans la même réforme, on a ramené les sciences physiques au niveau du 6e aujourd'hui. Ok? Et évidemment, quand on a parlé de physique, le parent à côté a une appréhension de livre et physique. Il regarde un peu le physique qu'on fait en 3e, en première. Il croit que ça va être la même chose. Non, je crois que ça va être modulé tel qu'un enfant de 6e puisse comprendre l'élémentaire de physique à son niveau tel qu'on lui enseigne, tel qu'on va pouvoir enseigner aussi la philosophie en seconde. Moi, mon problème de philosophie n'est pas au degré de compréhension de l'apprenant. C'est beaucoup plus nous qui sommes dans le secteur de l'enseignement, où est-ce qu'on va trouver les enseignants pour enseigner cette philosophie. Parce que nous, aujourd'hui, on a même du mal à pourvoir aux enseignants de philosophie en terminale. Vous comprenez donc que si aujourd'hui on fait une réforme telle qu'on me met la philosophie en seconde, forcément elle doit être en première et tout naturellement en terminale. Ça fait 3 niveaux dorénavant qu'il faut pourvoir en enseignant. Où va-t-on trouver ces enseignants déjà que nous n'en trouvons pas en terminale? Ça, c'est le véritable problème. Donc, l'administration devrait déjà, peut-être dans ces centres de formation des différentes écoles, mettre déjà sur le marché suffisamment d'enseignants de philosophie pour permettre la prise en compte de cette réforme sur le terrain. Et nous, ça nous pose un problème. Et Casimir, un autre problème là, il n'y a pas d'enseignants. Assez d'enseignants pour cette matière que nos frères, nos petits frères de seconde vont embrasser. Un autre problème camerounais. Oui. Mais professeur Jacques Evuna a cru penser qu'il devrait avoir un problème d'âge
Moi, je crois que ce n'est pas un problème d'âge, étant donné que nous avons eu des bacheliers à 11 ans et ils étaient de très bons élèves de philosophie. C'était déjà... Surdoués, là. Oui, nous les avons connus. Nous les avons connus. Hein. Ils sont pas nombreux, ça veut dire que les autres peuvent. Ça veut dire que les autres peuvent, donc il suffit de s'y mettre. C'était déjà même un peu trop brutal hein, que on fasse une seule année de philosophie dans son cursus scolaire. Donc pour vous, c'est normal qu'on commence par la classe. Il fallait commencer déjà, il fallait y penser. Il fallait y penser. Mais ce qui fait problème, c'est la manière. C'est la manière qui fait problème. Parce que en terminale A, par exemple, on a 8 heures de philosophie par semaine. Et c'est trop surchargé pour les élèves. C'est de la même manière comme le chef d'établissement parlait de physique. Là, ils auront que 2 heures. De physique, oui, c'est-à-dire... Et puis, il faut savoir que la philosophie, c'est un tout. La philosophie a un programme tellement vaste qu'en une seule année, vraiment, il faut même que le professeur soit suffisamment futé pour terminer le programme. Oui, mais je vous rappelle, Casimir, une minute, c'est 3 modules. Hein. Méthodologie, 22 heures. Logique, 16 heures. La philosophie en elle-même, 22 heures. Pour la classe de seconde. Pour la classe de seconde. 22 heures par an. C'est-à-dire, ça c'est l'année. L'année scolaire. L'année scolaire. Et voilà. Maintenant, il va falloir non seulement découper les horaires, il va falloir faire un programme clair. Qu'on sache que en seconde, on doit voir peut-être l'initiation à la philosophie, on peut voir peut-être la conscience, il faut que les chapitres philosophiques de la seconde soient bien établis. Or, tel n'est pas le cas. Est-ce que ce soit également digeste pour les élèves? Parce qu'on pose ce problème-là. Est-ce qu'un élève de seconde, avec le langage aussi hermétique des penseurs philosophiques... Il faut que je te dise, il faut que je te dise que nous, ça, c'est les enseignants qui émettent ces réserves. Hein. Quand nous étions à l'école primaire, nous on apprenait l'arithmétique. Aujourd'hui, on appelle cela mathématique. Il n'y a pas de changement. Ce n'est pas parce qu'on appelle mathématique que ce n'est plus l'arithmétique que toi et moi nous avons appris. Nous, on apprenait l'arithmétique. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'on enseigne aux enfants. Et on appelle cela maintenant mathématique. Ce n'est pas parce qu'on appelle mathématique que ça va empêcher à l'enfant, ou bien parce qu'on a dit... Tout simplement parce qu'on a introduit des inconnus. Mais... Tout le problème, c'est au niveau du programme. Si le programme est bien détaillé, avec un programme pour les apprenants, un programme pour le niveau intermédiaire qui sera la classe de première, et un programme pour, je vais vous rappeler, excusez-moi un tout petit peu, hein, lorsqu'on faisait encore l'oral au baccalauréat, et c'est mon professeur de philosophie qui me le racontait, il est face à lui, il a une élève qui était admissible au baccalauréat. Et il lui dit, madame, parlez-moi de l'amour. Il dit, l'amour, monsieur, excusez-moi. Donc dans sa tête, elle ne savait pas que l'amour, c'est un chapitre qu'on voit en philosophie en terminale. Pour elle, parler de l'amour, c'était peut-être que le professeur était en train de la draguer pour lui donner une note sans qu'elle ait travaillé. Donc, la philosophie, c'est un tout. D'ailleurs, on dit que la philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, je ne vois pas le problème en termes d'âge scolaire. Tout est dans le programme. Et maintenant, comme l'a dit Marcel ici, est-ce qu'on a les enseignants? Est-ce qu'il y a des enseignants? Je vais vous rappeler que on aime bien la philosophie, mais très souvent, on n'aime pas aller approfondir la philosophie. Donc, très peu d'élèves se spécialisent en philosophie après la classe de terminale. Donc, il y a ce récurrent problème d'absence de professeurs de philosophie. Tout comme j'ai signalé tout à l'heure l'absence des professeurs de langue et culture nationale. Donc, chaque fois, vous allez voir que les Camerounais ou bien les responsables au Cameroun, on dit que je répète trop souvent qu'on met la charrue avant les bœufs, mais c'est le cas. C'est exactement cela, on met toujours la charrue avant les bœufs. Et ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit pareille chose. Et puis, vous allez voir que on fait, je crois que c'est du suivisme. C'est-à-dire, on fait le copie-coller. On fait des copie-coller de ce qui se passe à l'étranger. On décide un matin que, parce qu'en France, c'est comme ça que ça se passe. Il faut que désormais, chez nous, on fasse exactement comme on fait en France. Et on ne prend pas le temps les Français ou alors les Occidentaux, quand eux, ils veulent faire des réformes, ça se prépare pendant au moins 20 ans. On ne se lève pas tout un matin, on décide. Pour faire la philosophie en seconde, il fallait déjà envoyer, il fallait qu'à cette année, que le ministère
est sorti des enseignants, des normaliens, en vague, qui doivent enseigner philosophie. Et pendant qu'ils sortent, c'est à ce moment qu'on introduit la matière. Donc, vous voyez, excusez-moi un tout petit peu, chaque fois, je réclame toujours cela, et les mêmes choses se répètent. Oui, professeur Bouna. Oui, tout à l'heure, je n'avais pas fini. Donc, j'ai identifié un premier problème d'improvisation. Il y a un deuxième problème, celui-là, il est lié à la massification des programmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, la tendance est à surcharger l'apprenant. Moi, j'avais pensé à un moment donné que on réaménagerait par exemple le programme de l'éducation à la citoyenneté et à la morale pour préparer les enfants plus tard à la philosophie. C'est-à-dire, on avait cette option-là, ou alors simplement supprimer à partir de la classe de seconde le programme de CM en instituant plutôt celui de philosophie. Mais aujourd'hui, vous constatez que les deux matières sont inscrites au programme. Je pense que lorsqu'on est en seconde aujourd'hui, on a peut-être 12 disciplines. Ça dépend des 12 disciplines à étudier. Des séries. Peu importe. Le troisième et dernier problème, c'est lequel? C'est celui de l'uniformisation des profils de sortie. À partir du programme, vous allez voir que on veut former des Camerounais qui sont comme nés d'un même père et d'une même mère. C'est le même moule. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire de différence à partir du programme de philosophie entre un littéraire et un scientifique. Mais ça, c'est un problème. Tout à l'heure, on évoquait la question du nombre d'heures. Mais si on fait la part des choses, pour dire, quand quelqu'un est en classe de lettres, ce qu'il doit savoir en philosophie, c'est ceci. Quand quelqu'un est en classe scientifique, ce qu'il doit savoir en philosophie, c'est cela. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, c'est le problème. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on tend vers la professionnalisation des enseignements. On parle de l'APC et uniformiser le profil. Ça, c'est l'un des problèmes de cette affaire-là. Ok. Docteur Bobo, quel est le but véritablement recherché en instituant, en mettant la philosophie en classe de soi? Ok, moi je voudrais déjà... Les pouvoirs publics veulent nous emmener où? Bon, je voudrais rappeler que cet arrêté du ministre, de Madame la ministre, qui vient réformer le second cycle de l'enseignement secondaire, de l'enseignement technique d'ailleurs, ce n'est pas un travail qui a commencé aujourd'hui, c'est Alain. Ça va vous surprendre. Depuis 4 ans, on a commencé ces réformes au premier cycle. Mais comme ça n'a pas fait du vague, il n'y a pas eu de vague, les gens... Je vais vous dire, par exemple, dans un lycée de la place, on a expérimenté ce qu'on appelle la section bilingue. C'est un lycée francophone, le lycée de Maquette que vous connaissez très bien. Ils ont un système bilingue qui a commencé depuis la 6e. Ils ont fait le lycée bilingue de Bonabéry. Très bien, Bonabéry également. Ils ont fait le BPC l'année dernière et ils passent en seconde. Donc ça, c'est la suite de ce qu'on fait. Bon, je ne suis pas enseignant de philosophie, mais j'ai eu l'occasion, dans le cadre de la coordination que nous faisons au lycée de l'Offre dans l'administration, j'ai travaillé avec le professeur de philosophie parce que je suivais ce qu'il faisait. J'ai compris que la philosophie, justement, ce qui rend lourd ce programme-là, c'est le fait de n'avoir pas initié les enfants assez tôt. Quand on dit philosophie en seconde, il faudra s'intéresser sur le contenu des enseignements. Bien sûr. Voilà. Et avant de se demander est-ce qu'il y a des compétences, ça peut être au niveau de la méthodologie, ainsi de suite. Non, ça ne pose pas forcément, j'en arrive, ça ne pose pas forcément un problème. J'ai dit tout à l'heure que c'est sûr que lorsqu'on prend cette décision, déjà ce n'est pas aujourd'hui que la décision est arrivée. On l'a préparée quand même parce que depuis 4 ans on le fait. Non, on prépare la décision. Est-ce qu'il y a les enseignants pour cela? J'en viens, je vais vous dire, ça sera possible parce que... mais la rentrée c'est aujourd'hui, monsieur Bobo. J'en viens. Je vais vous dire, j'ai parcouru l'arrêté du ministre pour comprendre effectivement déjà qu'en série C, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de philosophie en série. Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. La philosophie c'est pour les littéraires. Voilà, et en série littéraire, ils ont la philosophie au premier groupe. Pour la plupart d'entre eux, ils ont 2 heures de philosophie par semaine en seconde. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans cette réforme, c'est que ça sera implémenté de manière graduelle. C'est-à-dire que ce qu'on va faire cette année en seconde aura une conséquence directe plutôt en première l'année prochaine. Donc, dire que c'est de l'improvisation, ce n'est pas pour vous donner tort, mais je pense que ça a été quand même un peu pensé au départ. Non, sinon, on n'aurait pas fait. Est-ce que les programmes sont uniformes? Quand une réforme, au niveau des programmes... Est-ce qu'un élève de Douala aura
à peu près la même chose qu'un élève de Bafoussam? Absolument, justement, oui, je réponds. Est-ce que les professeurs de philosophie ont fait des séminaires? Il y a justement ce problème, il n'y a pas eu de séminaire. Est-ce qu'il y a eu un séminaire pour ça? Non, il n'y en a pas encore eu, mais c'est en préparation, non? On est en train de Voilà, est-ce que ça pose le problème, la rentrée, docteur? Si c'est en préparation, ben, ce sera mis en place quand? Et pour les élèves qui ont pris la rentrée aujourd'hui, on attendra un séminaire peut-être en décembre. Permettez que je vous réponde. Oui, terminez donc. Et que je suis sur le terrain. Et effectivement, en préparant cette émission, j'ai rencontré l'un des professeurs de philosophie dans mon établissement ce matin. On a discuté un peu, parce que je savais que ça allait venir. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu comptes, est-ce que tu as cours aujourd'hui? Il m'a dit non, justement, c'est pour ça que je n'ai pas fait ce que tu avais demandé que je fasse, à savoir prendre un élève qui a fait le cours, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu comptes enseigner aujourd'hui? Il me dit que non. Parce qu'on voulait justement voir ce premier cours de philosophie en seconde. Justement. Alors, il m'a dit que pendant la première semaine où on va essayer d'intéresser les enfants à la chose, on va leur donner, les premiers éléments de philosophie. Ce n'est pas le même programme qu'en terminale. Parce qu'en terminale, l'enfant a plus de maturité, ainsi de suite. Il me dit que ça peut s'apparenter à un cours de français. Ça peut s'apparenter, il n'a pas dit que ça serait un cours de français, ça peut s'apparenter à un cours de français. Il dit que l'objectif visé ici, c'est évident, c'est d'intéresser l'enfant à la chose, que ça ne soit plus pour lui comme un mythe. Moi, j'ai toujours été étonné de cette affaire qui intervient uniquement en terminale, mais c'est extraordinaire, professeur, que pendant tout le cycle secondaire, qu'on fasse une matière exclusivement en terminale. Pourtant, c'est tellement intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la philosophie quand j'étais au secondaire. Oui. Mais j'ai regretté que ça se passe seulement en une seule année. Donc, ça arrive aujourd'hui en seconde. Pourquoi vous n'avez pas continué à... Non, moi, j'étais en série scientifique. Bon, donc... Oui, professeur Bouna. Je suis souvent gêné quand on parle avec on peut, on doit, au lieu de on fait. Parce que rien n'est jamais fait. Je précise ma position là-dessus. Si la décision d'élargir l'enseignement de la philosophie en classe de seconde avait été pensée depuis 4 ans ou davantage, comme vous dites, on aurait des enseignants de philosophie affectés dans tous les lycées. C'est ça. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Si cette décision avait été préparée, on n'aurait pas attendu 2 semaines avant la rentrée pour glisser subrepticement le programme. On n'a pas seulement suivi. Non, j'ai répondu à ça. Je dis, il y a un programme, d'accord, mais on n'aurait pas attendu 1 semaine avant la rentrée pour le publier. On n'aurait pas une liste officielle de manuels sans une indication du livre de philosophie. Ça, c'est des éléments qui nous montrent que, oui, on a travaillé pendant 4 ans, mais... il manque encore des choses. Mais on n'a rien fait. Oui. C'est le constat. On a travaillé pendant 4 ans, mais on n'a rien fait. Vous avez apparemment assez de liberté de dire que c'est bien et c'est bien non, fait. Parce que vous avez au niveau du lycée une mise à disposition des enseignants de philosophie. Et je me demande même si dans tous les lycées vous en avez suffisamment. Mais nous, dans le privé, et c'est le véritable problème, parce qu'on en débattra tout à l'heure, c'est même, non seulement, on a un problème d'enseignants, tant en quantité qu'en qualité. Et je vous dis, quand on prend certaines matières, on a du mal à mettre en place des enseignants. Ce n'est pas le nombre de demandes d'emploi qui vous arrive, qui vous détermine forcément la satisfaction au niveau de la mise en place des enseignants. Mais je vous rassure, monsieur, qu'en philosophie, c'est un véritable problème. Nous avons du mal. Si vous avez la malchance d'avoir une deuxième terminale A, je vais dire A1, A2, c'est-à-dire une deuxième salle de classe, mais vous êtes barré. Parce comme on a dit, 8 heures de philosophie. Vous n'aurez pas d'enseignants. Parce que les enseignants, les quelques rares, sont déjà positionnés et ils ont un nombre d'heures tel que si vous leur en donnez encore davantage, c'est l'enfant qui sera mal barré dans son rendement. Oui. Hein? L'enfant ne tue plus après. Donc, nous avons ce problème véritablement d'enseignants. Essayez de nous dire comment est-ce qu'on va avoir les enseignants de philosophie pour les implémenter à partir de la seconde. Voilà notre problème. Et loin de là, docteur Olivier a causé avec son professeur de philosophie, qui lui a dit à peu près ce qu'il va faire. Est-ce que ce qu'il fera à leur pomme, c'est la même chose qu'on fera à Baleng, à Tchang et autres? Est-ce que les professeurs ont déjà arrangé un programme uniforme
pour tous les lycées, pour tous les collèges. Il a répondu non. Tel n'est pas le cas. Merci. On en reparle après. Il y a ce piternel problème de manuel du philosophe qui n'existe pas. Ok, merci. On en reparle après au journal. Cédric Noufélé, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, dans un instant, le 20h, 2 ou 3 escales pour nous. Nous parlerons des différents visages de la rentrée scolaire ce lundi 3 septembre 2018. Vous verrez comment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'opération Ville Morte a quelque peu perturbé la rentrée scolaire. Une ambiance timide, très peu d'élèves ont répondu présents ce jour de rentrée scolaire dans les différentes villes en proie à une violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone. Par contre, les effectifs ont explosé dans les lycées bilingues situés à Douala et Koutaba dans la région de l'Est, dans la région de l'Ouest et celle du littoral. De nombreux élèves venus des régions anglophones qui souhaitent fréquenter dans des conditions de sécurité, mais aussi dans un climat plus apaisé. Nous parlerons des premiers pas de ces Bleus au lycée, mais aussi des tracasseries relatives aux inscriptions en ligne, ce nouveau mode de paiement introduit par le gouvernement qui suscite un véritable casse-tête chez des parents d'élèves. Voilà, Cédric Noufélé dans un instant pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief, toujours en compagnie de mes experts. Voilà, Equinox, toujours en compagnie des experts. Rapidement, je vais vous amener, chers messieurs, à réagir sur ce contraste qu'on a vu dans le journal Cédric Noufélé. Sur effectif à Yaoundé, vous avez vu 3 élèves sur un même table-banc. Et ce qu'on a vu à Bamenda et à Bouya. Les tables-bancs qui cherchent désespérément occupants. C'est ça vraiment ce qui est dramatique. Vous comprenez que le fait qu'une zone se vide, forcément va créer une surpopulation dans une autre zone, et c'est le malheur du Cameroun. Il va falloir bien gérer ces situations et que les zones qui sont c'est-à-dire qui demandent davantage fassent des efforts pour trouver de quoi caser ces enfants, parce que c'est pas leur faute d'avoir été inquiétés dans leur zone où ils avaient pris langue pour leurs études. Moi, je demeure optimiste, Serge Alain, parce que malgré tout, on a quand même eu quelques élèves dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est du fait des villes mortes. Et je continue à dire que si ce jour de lundi n'était pas un gauche temps, je suis convaincu qu'on aurait eu suffisamment d'élèves. Et c'est pour ça que je demeure optimiste et je crois savoir que dès demain, les élèves vont retourner massivement dans les écoles, dans ces coins-là. Et je salue même Equinox qui projette ces images-là pour qu'on comprenne que la rentrée est effective dans les régions du sud-ouest ou du nord-ouest, comme l'ensemble du Cameroun. Moi, je crois que le climat de terreur et de psychose totale qu'on avait dans l'année passée est en train de s'estomper. Et je vous ai dit tout à l'heure que les sécessionnistes eux-mêmes ont voulu que l'école reprenne sous condition. La condition, c'est qu'ils ne veulent plus les écoles francophones dans leur Amazonie, comme ils appellent. Ils veulent des écoles anglophones. Donc, il y a déjà un changement de langage. Il y a déjà un pas positif vers le retour de l'école. Et je me réjouis également que tous les enseignants sont là. Les élèves ne sont pas encore totalement là, mais les enseignants, eux, ils sont là. Et je crois que ça va aller. Vous êtes optimiste, vous aussi, pour la journée de demain, à partir de demain? Je voudrais, comme au tout début de l'émission, dire que je n'ai pas d'éléments d'appréciation pour pouvoir augurer de ce que... On regarde le journal, là, on a vu le journal. Le journal projette des images et fait des analyses, mais la réalité de demain peut être complètement différente de ce que
on peut nous... Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'était une journée ville morte, tous les lundis. Ça ne change... Il y a quand même eu des élèves qui... Ça ne change rien à ce que je dis. Ce que nous disons, c'est que nous espérons que la situation va continuer de s'améliorer, qu'il y aura de plus en plus de retour à de meilleurs sentiments en ce qui concerne des innocents, parce que les enfants, c'est d'abord des innocents qui n'ont pas à payer le prix de tout ce qui se passe, et que le dialogue va surtout continuer, parce que c'est une chose que de se féliciter de voir 3 élèves qui vont à l'école aujourd'hui, mais il faut que tout le monde, tout le Cameroun, que tout le Cameroun rassure les parents, qu'on rassure, qu'on encadre même des enfants qui ont été traumatisés par cette situation, et qu'on crée définitivement des conditions de retour à l'école normale. C'est ça. Docteur Bobo, oui, optimiste vous aussi? Oui, mais avant d'y arriver, moi je voulais dire que je garde le même optimisme que Casimir, parce que vous savez, l'année dernière, à la même période, on avait pire que ce qu'on a vu là. Ça n'a pas empêché que ces 2 régions, au vu des résultats, enfin au vu du classement de l'OBC, qui est devenu une échelle de mesure, un indice, et que ces 2 régions fassent des résultats, des bons scores. Donc gardons cet optimisme-là, parce qu'en même temps, on ne va pas tout le temps retourner, comme on dit souvent, dans la plaie. Il faut donner le sentiment que les choses vont s'améliorer. Mais moi, je pense sincèrement que la volonté de tous, y compris ceux de la zone anglophone qui sont dans cette crise, et la volonté de tous est que les choses s'améliorent. Oui, je voulais dire une chose à titre personnel. Je n'aime pas trop les appellations, docteur, tout ça, vraiment. Je suis dans l'humilité, monsieur, me suffirait largement, surtout que j'interviens dans le cadre de l'enseignement, des enseignements secondaires. Ok. Docteur Vouna, on a vu les plaintes une fois de plus des parents par rapport à ce paiement en ligne. Il faut partir chercher un document dans l'établissement, il faut aller s'aligner devant chez l'opérateur, revenir en quoi, décidément. Ça devient très très compliqué là. Je vais peut-être donner mon dernier avis là-dessus. Vous savez, c'est une décision qui a été prise. Oui. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, il faut d'abord l'appliquer. Maintenant, ceux qui l'ont prise vont, à un moment donné, l'évaluer. Ils en feront une évaluation et ils en tireront les conséquences. Pour l'instant, ça fait souffrir, c'est vrai, ça fait grincer des dents, mais si vous n'inscrivez pas votre enfant, il n'ira pas à l'école, il va représenter l'examen. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. Très bien. Ouais, Casimir, la loi est dure, c'est la loi. Il faut, parce que le ministre a pris cette décision, on doit s'arrimer. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Je crois que le professeur Vouna a totalement raison de dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Mais je crois que il faut l'améliorer dans les années à venir. Il faut éviter tous ces longues files, tous ces allées et venues, tout ce parcours de combattants auquel se livre le parent pour finalement inscrire un enfant à l'école. Il faudra trouver des solutions intermédiaires pour écourter le processus. Parce que c'est un peu trop long, c'est même harassant et à la limite, ça devient finalement dérisoire. Vous savez que c'est pas toujours gai de venir s'aligner, faire un premier alignement pour obtenir le ticket, aller payer à la banque, revenir pour justifier son paiement. C'est un peu trop grossier. Ça fait 3 ans. Donc c'est un peu trop grossier. Et moi j'ai dit, ça c'est vous l'avez appelé réforme Nalova. C'est le genre de réforme du gouvernement camerounais. Nous sommes habitués à ce genre de réforme qu'on implémente sans avoir fait des études préalables. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, cette réforme frise un peu une certaine complicité entre les opérateurs du secteur du mobile de téléphone et le ministre les ministres des secteurs de l'éducation. Moi, je trouve que c'est un peu trop grossier. C'est un peu trop grossier et justement, vous savez que on dit généralement en droit pas d'intérêt, pas d'action. Donc, si il y a sûrement quelqu'un qui doit
avoir un gain derrière cette histoire. Et moi, je suis convaincu. C'est pour ça que je dis il va falloir revisiter cette procédure-là et revoir. Et puis, faciliter l'accès à tout le monde. Il ne faut pas faire de monopole. Il ne faut pas faire des monopoles avec certains opérateurs seulement. Il faut étendre cela au maximum pour faciliter et regarder un peu comment... Il y a 4 opérateurs. Oui, mais 4 opérateurs n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à 4 opérateurs? Rappelez-vous quand il fallait payer la facture de lumière, d'électricité seulement, lorsqu'on était obligé de s'aligner dans les rangs de l'entreprise chargée d'encaisser, c'était tout un désordre et difficile. Maintenant qu'on a essayé d'étendre ça un peu partout, vous voyez comment c'est fluide. Il y a plusieurs possibilités d'étendre cela, ne pas se limiter à quelques 3 ou 4 opérateurs comme c'est le cas maintenant. Oui, Marcel Nguédi, sur cette autre actualité, les parents ne semblent toujours pas être... parce qu'on dit qu'on gagne en temps, mais... On a suivi des parents là, au lycée de Ngoïkele, c'est bien cela? Ils se plaignent toujours. C'est le paradigme de tout changement. Les gens ont peur. Dans toute réforme, il n'y a rien de facile. Et je dois dire que les parents qui le vivent aujourd'hui vivent avec une certaine anxiété. C'est vrai, nous l'avons vu dans les reportages qu'on nous a montrés. Nous en avons suffisamment développé, on en a parlé suffisamment avant. L'évaluation à mi-parcours devrait permettre au ministère ou au ministre, je dois dire, de relever toutes les difficultés et travailler dans le sens d'amélioration pour faciliter véritablement le travail. Je vous dis, ce reportage qui a été fait dans un lycée de la ville de Douala, mais porter ce reportage au-delà de la zone urbaine pour aller dans les zones rurales. Je voudrais vous dire que je ne sais même plus quel langage ils vont tenir là-bas parce que c'est difficile. Toute réforme a ses difficultés et bon, là aujourd'hui, c'est une disposition d'une autorité chargée de l'enseignement. Il faut tout faire pour la mettre en application, mais de grâce qu'on essaye d'accompagner les parents parce que si on ne les accompagne pas, ils auront suffisamment de difficultés pour le faire. Voilà, on va sortir par ce problème-là. La rentrée, c'est aujourd'hui, mais pas de manuel scolaire. Certains pensent, il y a des gens qui pensent qu'on peut se jeter comme ça, on peut aller à l'école sans manuel scolaire. Quoi, pour la première semaine. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Oui, merci. Olivier Mbongo. J'aurais aimé m'exprimer également sur la question... On n'a plus assez de temps. D'accord, j'ai compris. Alors, concernant le manuel scolaire, vraiment, je ne vais pas dire étonné, mais je suis quand même un peu surpris qu'on pense que le manuel scolaire est l'élément indispensable pour garantir une rentrée réussie. Je suis d'avis en tant qu'enseignant. On va à l'école sans livre? Non, c'est pas ce que je dis, par contre. Le livre est un élément qui facilite l'école, mais ce n'est pas le seul élément important. Je pense que si nous avons de bons enseignants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des bons programmes, et des salles de classe, la rentrée a lieu et les enfants vont fréquenter. Parce que si on a un bon enseignant entre les mains, il saura comment faire pour que les enfants puissent avoir des exercices à traiter après. Imaginez maintenant que nous avons une situation inverse, c'est-à-dire qu'on a les manuels qui sont disponibles avec des enseignants qui ne sont pas qualifiés. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Donc, tout en déplorant comme tout le monde le fait que ce manuel est traîné, et je suis sûr que les dispositions sont en train d'être prises pour y remédier parce que ce n'est plus le chaos total. Je crois que on nous a annoncé plusieurs dates là. Très bien. Non, on nous a dit le 10 août, le 15 août, le 30 août. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une difficulté. Comme toute réforme, on parlait tout à l'heure des réformes, ainsi de suite. C'est toujours difficile au début, mais après, on retrouve le bon chemin. Ok. Observez-vous sur la rentrée là, mais pas de manuel scolaire. Oui, je dois dire que je dois reconnaître tout de suite que c'est un problème. Un autre problème. Une rentrée scolaire sans manuel scolaire. Je suis contre la thèse qui pense qu'on peut se passer du livre même à la rentrée. Pourquoi? Voilà. Nous sommes allés à l'école, moi c'était un élément de motivation. On exigeait même qu'on présente tous les livres avant la rentrée. Le livre tout neuf, avec la senteur des pages blanches, était un élément de motivation. Ouais. Maintenant,
il faut peut-être s'arrêter un moment sur la conception du manuel scolaire. L'époque où on pensait que c'est un auxiliaire pédagogique est révolue. Dire du manuel scolaire aujourd'hui qu'il est un auxiliaire pédagogique, c'est replacer l'enseignant au centre de tout. L'enseignant Dieu. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. À l'époque où on veut former des gens aux compétences. Voilà. Il faut admettre, il faut dire que le manuel scolaire est un matériel didactique essentiel et incontournable. Maintenant, nous accusons du retard. Oui, il faut trouver des moyens d'occuper les élèves à l'école, mais cette thèse qui dit que des bons enseignants, des bons programmes, on n'enseigne pas un programme. On exécute un programme sur la base de manuels. Et au-delà de ce que dit, au-delà de ce que dit le professeur, j'ai du mal à suivre Dr Bolo, parce que quand il pense que l'enseignant pourra, à partir de ses recherches seulement, faire avancer les enfants sans livres, ça va être difficile. Imaginez simplement que, et disposant même déjà des livres, tous les enfants n'ont pas la possibilité d'avoir ces livres. Ça, c'est déjà un problème. Mais quand il va falloir que l'enseignant sélectionne un passage ou un exercice, demander seulement aux enfants d'aller faire des photocopies, ils ne pourront pas le faire. Donc, le livre, lui, il est indispensable, parce que vous ne pouvez pas faire de l'enseignement avec des enfants qui n'ont pas de livres. Ne trouvons pas des excuses par rapport à l'absence de livres. Il y a eu un retard. Il faut pallier à ce problème de retard très rapidement, sans dire quand même à côté qu'on peut faire sans les livres. Les livres sont indispensables, on les a mis au programme, les parents ont des moyens pour les acheter, ils ne les trouvent pas, c'est un problème. Comment est-ce qu'on aura un résultat en fin d'année? Je voudrais en une minute. Oui, il faut pas laisser croire, il ne faut pas sortir d'ici en pensant que j'ai dit que le livre n'était pas important. Non. Quand je parle d'un bon enseignant, l'enseignant il prépare son cours sur la base d'un programme et des documents. Il est supposé être... Il a lui. Oui, lui, il est supposé... n'a pas. Je vous en prie, non, j'en viens. Oui. Il est supposé être documenté. Oui. Il prépare son cours sur la base des documents qu'il a, parce qu'il est enseignant. Maintenant, nous sommes devant une situation de crise. J'ai dit qu'en attendant que le problème se résolve, qu'on ne pense pas que ça va bloquer tout. Je suis d'accord avec vous que le livre est indispensable. Voilà. Oui, rapidement, Désiré Kanye, on arrive à la fin de l'émission. Il faut déjà retracer le contexte de cette histoire telle que ça se présente. Dans les années passées, on se retrouvait par matière avec 5, 6, 7, 8 livres et c'était un peu trop énorme. Alors le gouvernement a cru bien faire de faire une commission du livre qui a siégé et qui a délibéré et que désormais, par matière, c'est un seul livre unique. Ce qui est déjà une très bonne chose. Mais le retard dans la fabrication de ces livres, c'est ça là que l'on vit aujourd'hui et on se retrouve à une rentrée scolaire sans livres. Et je voudrais rappeler que ça fait encore partie des réformes du gouvernement camerounais. On décide de créer des filières cinématographiques sans avoir des enseignants. On décide de faire une machin de livres. Mais il y a quand même lieu d'être optimiste parce que nous, directeurs de publication des journaux au Cameroun, après la mort, il faut l'appeler comme ça, de Messa Presse, nous avons créé une société coopérative qui s'appelle Cedipresse et qui a pris le partenariat de Campost pour distribuer le livre sur l'ensemble du territoire. Et je peux vous rassurer que dès demain matin, les livres seront déjà disponibles parce que les stocks ont commencé à arriver. Merci. Bonsoir. Éric Massanjomo, bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, vous êtes là à la présentation de 100% football. Oui, à la présentation de 100% football avec un menu assez alléchant. Nous reviendrons ce soir sur les demi-finales de la Coupe du Cameroun de football qui ont consacré la qualification pour la finale de deux bleus, deux néophytes qui vont jouer donc devant le président de la République, celui-là qui sera bientôt élu. Il s'agit de Lyon Blessé de Foutouni et des Ding Sport de l'Aléquier, deux équipes qui ont arraché leur qualification à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Ce soir, nous revivrons donc ces différentes épreuves des tirs au but, tout comme nous donnerons la parole aux différents acteurs. Nous reviendrons aussi sur un tournoi qui se profile à l'horizon. Il s'agit du tournoi Interpool, un tournoi qui réunit les vainqueurs des championnats de chaque région. Le littoral, par exemple, a son champion, il s'agit de Léopard de Douala. Le sud-ouest a son champion, il s'agit de Victoria United ou encore
L'Ouest qui a son champion, Sims 2 Bafoussam. Nous reviendrons donc sur ce tournoi qui est en perspective, tout comme nous parlerons des Lions indomptables et du stage préparatoire à la rencontre comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Le Cameroun affronte les Comores. Ce sera le 6 septembre prochain. Le regroupement qui a démarré du côté de Nairobi au Kenya avec les principales arrivées de ce côté-là. Et bien entendu, la cerise sur le gâteau, Serge Alain-Otto, c'est la performance des Camerounais ce week-end dans les différents championnats internationaux avec aussi le recrutement de Eric Maxime Choupo-Moting et ses premiers mots que nous écouterons dans le cadre de cette émission. Vraiment alléchant 100% football avec Eric Martial Ndjomo, EMD. Merci à vous, cher monsieur, professeur Vouna, merci. Merci à Marcel Nguessi. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, Olivier Ahmed Mbombo, merci. Merci également à Désiré Casimir Tagné. Merci Serge Alain, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis avec beaucoup de plaisir. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève Equinox Soir. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Ngoumou. Ils sont